Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Porte-Parole sur les ondes de Canal M. C'est quoi le but de notre émission? Nous, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait que l'important, c'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut plutôt s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Et on va parler de ça avec Sophie Lorrain. Merci d'être là. Bien, merci de m'avoir invité, Jean-Marie. C'est un cadeau de m'offrir ce temps-là avec toi parce que, tu sais, ce métier-là qu'on a, on est tous les deux des filles d'eux, des fils d'eux. Oui, oui. Puis, on chemine depuis plusieurs années en parallèle, mais de temps en temps, tu sais, quand on se croise, on a partagé des plateaux de temps en temps ensemble, il y a toujours un petit instant de complicité, de chimie, et je le dis, je me lance des fleurs, mais en même temps d'admiration mutuelle. Je sais que tu me l'as déjà dit, puis c'est réciproque. Puis c'est le fun de pouvoir partager une heure ensemble où là, on se dit, on va parler de quoi? On va parler de la vie, puis on va parler d'un engagement qui est important pour toi. Plein d'engagements. Mais pourquoi toi, tu as décidé d'être porte-parole? On va nommer la cause après, mais avec tout l'horaire que tu as, toutes tes responsabilités, pourquoi tu as décidé de t'engager? Bien, en fait, m'engager. C'est un bien grand mot parce que je ne porte pas cette responsabilité. En fait, j'ai cette responsabilité-là, mais je ne la porte pas avec un poids sur mes épaules, tu sais. Dans le sens, premièrement, dans cette fondation-là, on est 6 porte-parole. Il y en a un qui est décédé, je crois pas qu'il a été remplacé. C'était Michel Louvain. Puis on était plusieurs porte-parole pour plusieurs raisons, mais ce qui était intéressant, c'est que cet hôpital-là, parce que c'est l'hôpital Charlemagne pour ne pas le nommer, avait décidé de faire une campagne de financement avec plusieurs porte-paroles et de donner, et là, j'espère que je ne me tromperai pas, là, mais il donnait la parole, la Fondation donnait la parole aux départements, aux différents départements de l'hôpital pour que les départements en question choisissent un ou une porte-parole. Okay. Et donc, d'où l'idée d'avoir plusieurs porte-paroles. Et pour ce qui est du département de l'urgence de la Fondation, c'est eux qui avaient soumis ma candidature. Et j'ai été approchée par ce biais-là pour représenter l'urgence. Suite à la série? Suite à Béatrice, en fait. Ah oui? Suite à la série Au secours de Béatrice, où je jouais une urgentologue. Ça, tu le sais, hein, t'es dans le métier, c'est souvent comme ça. Ce qu'on représente momentanément à la télé, fait souvent réfléchir des gens qui sont à la recherche de porte-parole en se disant « tiens, ça pourrait être ça ». Et je me souviens, j'ai aussi aidé une fondation qui venait en aide aux aidants naturels à l'hôpital Notre-Dame, où j'ai servi de porte-parole là aussi à la semaine des aidants naturels, donc semaine ou mois en tout cas. Et donc, j'ai accepté ce poste-là pour aussi une raison bien précise, parce qu'il est arrivé quelque chose entre-temps que je vais te raconter et qui m'a beaucoup touchée, c'est-à-dire la Fondation, quand le département de l'urgence m'a choisi, la jeune fille qui s'était occupée de cumuler les noms que les gens voulaient à l'urgence, avait donné, tout ça, c'est la fille, elle était infirmière en chef, je crois, au triage de l'urgence, et c'était la fille d'un comptable de production, donc de cinéma, de télévision, très connu dans notre milieu. Et Serge m'avait contacté en me disant « Écoute, voici, je te donne dans le détail, il cherche des porte-paroles, ma fille a soumis ton nom, est-ce que tu accepterais? » Puis j'ai fait « Avec plaisir, ça va me faire plaisir. » Et donc, c'était juste un petit peu avant Noël, à cette époque-là. Et à un moment donné, j'avais moins de nouvelles. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai écrit à Serge, puis il me dit, écoute, ma fille est très malade, est tombée soudainement très malade. Elle est elle-même en ce moment soignée à l'urgence. Je te reviens. Et il me revient un peu plus tard, ma fille est malheureusement aux soins intensifs.
Sa fille venait d'attraper une bactérie mangeuse de chair. Et ça a fait des ravages dans son corps et elle ne s'en est pas sortie. Et elle en est donc décédée. Et donc, pour moi, ça devenait absolument un honneur encore plus, si tu veux, d'honorer la mémoire de cette jeune femme-là qui était décédée en laissant derrière elle 2 jeunes enfants et son mari. Et sa famille, et de représenter l'urgence de la Fondation. Mais tu avais déjà dit oui. Tu avais déjà donné ton nom, tu étais impliqué. Mais là, c'est encore récent, plus ça. important. Ce cours de Béatrice, là, c'est quoi? C'est 2019, 2018? Non, c'est un petit peu avant ça, parce que 2019, là, moi, 2020, c'est la pandémie. Donc, je te dirais entre 2016 puis entre 2015 et 2018, à peu près. Enfin, on l'a fait 4 ans. Alors, moi, je suis bien poche avec les années, Jean-Marie. Fait que ça se peut que quelqu'un te téléphone puis fait « Ah, dis n'importe quoi, c'est 2013-2017 ». T'as des marques de projets, tu sais que t'as fait tel projet, mais dire que ça, c'est en telle année précise. Non, c'est drôle. Moi, je fonctionne par rôle ou par projet. Dans ma tête, ça s'incruste comme ça. Donc, t'avais pas le choix de continuer à dire oui par... Ben, ça m'a d'autant pour l'honneur ça m'a, commémorer à la mémoire de... Oui, à la mémoire. Ça m'a profondément bouleversée. Et puis, on était plusieurs, dont Michel Louvain, qui est décédé il y a quelque temps. Donc, je sais pas, là, on a peut-être tous été remplacés récemment, mais à date, non, je pense qu'on est encore là, puis Michel aussi. Puis je trouvais ça le fun aussi, cette idée d'avoir plusieurs personnes pour représenter, si tu veux, différents univers du monde médical. Parce que dans un hôpital, il y a tout. Il y a l'urgence, mais il y a l'oncologie, il y a la natalité, il y a plein de départements, la cardiologie, soins palliatifs, limite. Donc, plusieurs visages, plusieurs porte-paroles. Oui. Donc, toi, ton engagement est encore là. Tu es encore présente dans ton cœur. Il est encore là. Je suis encore présente. C'est sûr que quand tu vas à l'hôpital, il y avait ma grosse photo là, qui ouvrait les portes de l'ascenseur. Mon gros nez se séparait en 2. Narine droite, narine gauche. Puis là, tu rentrais dans l'ascenseur. Mais j'ai des gens qui m'ont écrit « je vais à des traitements, soit de chimio ou d'autres traitements, puis je vous vois, puis ça me met de bonne humeur. » Ne serait-ce que pour ça. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? En fait, tout ce qui peut alléger un tant soit peu la souffrance ou la détresse. Il y a la Sophie Lorrain, mais il y a aussi les personnages que tu incarnes qui amènent aussi du réconfort, qui fait vivre plein d'émotions aussi. Oui, qui sont bien plus forts que Sophie Lorrain elle-même, tu comprends, qui sont... parce que tu sais, nos personnages sont toujours magnifiés, sont toujours édulcorés, il y a toujours quelque chose de puissant à travers les personnages. Alors, c'est sûr que si ça fait du bien, pourquoi pas? Puis tu sais, cette série-là, en plus, étonnamment, ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, on n'avait pas du tout saisi, parce qu'au Secours de Béatrice, d'abord et avant tout, c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve devant son psy une fois ou 2 fois par semaine, puis qui s'ouvre, tu sais. Et on voit si tu veux, les rebondissements de cette thérapie-là sur son travail, sur sa vie de tous les jours, en fait, son quotidien. Et puis, elle revient la semaine d'après, puis elle se reconfie. Puis, on voit l'évolution de sa psyché, puis de cette thérapie-là à travers ces rendez-vous-là. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est de voir que, la thérapie était encore quelque chose, puis on parle pas d'années 80, 90, ni 70, là, mais d'années dans le milieu des années 2010, était encore quelque chose de très, très incompris, de beaucoup plus tabou qu'on ne le croyait. Et à quel point ça a ouvert les gens à dire « Ah, je savais pas que ça pouvait être aussi simple, que ça pouvait se passer comme ça, de façon aussi... généreuse, dans l'ouverture, dans l'écoute, dans l'échange, sans jugement. Ça, on n'avait pas deviné que les gens étaient si peu renseignés là-dessus. Non, on a encore des vieux clichés là, de patient qui est couché sur le dos, puis... Oui, avec des électrochocs, tu comprends? Et là, il y avait quelque chose soudainement. Alors, pour te dire des fois, tu sais, comme quand je dis nos personnages magnifient quelque chose, c'est ça, tu sais, tu rentres dans des univers des fois... Puis c'est insoupçonné ce que ça peut apporter, c'est insoupçonnable ce que ça peut apporter à autrui.
c'est tellement enrichissant, entre autres, oui, les rôles, mais le bénévolat qu'on fait aussi. André Robitaille m'avait déjà dit que c'est pas payant le bénévolat, mais c'est enrichissant. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu me parles. Tu sais, tu m'as parlé avec émotion du décès de cette femme, cette infirmière, qui t'avait recruté comme porte-parole avec la complicité de son père. Mais une fois que tu es là, une fois que tu es dans les médias, puis que tu vas en parler, puis que tu t'en vas sur le terrain, tu t'en vas à l'hôpital, et que, oui, il y a l'entité du personnage qui est là, mais il y a aussi la Sophie Lorrain qui est là, puis qui a une vie avant, pendant et après. Tu le vis comment, toi, ce rôle-là, puis tu te sens comment? Moi, c'est très contradictoire, Jean-Marie, parce que je suis toujours un peu gênée. J'ai toujours l'impression qu'il faudrait quasiment que je sois à la porte tous les jours pour accueillir les gens. T'sais. Or, c'est pas le cas. Pour justifier ton rôle? Oui! Oui, okay. En fait, c'est comme si, ben non, prenez-moi pas moi parce que je serais pas là, tu sais. Mais c'est pas vrai parce que j'ai fait des levées de fonds, j'ai donné mon temps pour différentes causes, tout ça. Mais c'est juste qu'il y a quelque chose chez moi, il y a toujours une forme de culpabilité judéo-chrétienne qui vient se loger quelque part. Et je sais pas d'où ça naît, je sais pas ce que ça veut dire. Mais dans le fond, je me dis, des fois, je pourrais pas être là tous les jours, je pourrais pas rien changer. Puis si la Fondation m'appelle pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, tu comprends? Mm-hmm. Mais je vais m'impliquer de plusieurs façons, c'est-à-dire que quand ils ont besoin de moi, je suis là. S'il y a une autre fondation qui m'appelle pour autre chose, puis que je juge qu'il y a un réel besoin, puis que je peux faire quelque chose, je vais y aller. J'ai déjà intervenu dans une fondation où on m'avait même pas appelé parce que je jugeais que je pouvais aider et apporter quelque chose parce que j'avais été témoin d'un enfant. Bon, je vais parler de l'hôpital Sainte-Justine, mais j'avais été témoin de l'apport qu'un enfant avait pu bénéficier par rapport à l'hôpital puis des soins qu'il avait reçus en santé mentale. Et donc, je me suis présentée à la fondation de l'hôpital avec le père de cet enfant-là, qui est mon conjoint, pour dire « Hey, si vous avez besoin de moi, ça va me faire plaisir. Mais ne sous-estimez pas ce département-là parce que aidez-le à bien fonctionner. Donnez-lui des sous quand il en demande parce qu'ils font une super belle job. » Et pour moi, c'est une façon de m'impliquer. Mais en même temps, je me disais... mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, t'es pas bénéficiaire, c'est pas ton enfant, c'est correct, tu sais. Mais on a toujours des façons d'intervenir, tu sais. Mais là, ça t'est venu te chercher viscéralement. Ben, c'était venu me chercher viscéralement parce que je l'avais vu de mes yeux, vu le bienfait de ce traitement-là sur ce petit garçon-là. Comme la fille de mon ami Serge, c'est venu, j'ose pas dire des noms, là, c'est pour ça que je m'aventure pas là. Par pudeur. Mais ça, quand elle est décédée, je me suis dit, mon Dieu, elle a pris la peine de venir me chercher. Je peux pas dire non, je peux pas... l'abandonner? Je peux pas... C'est tout à fait ça. Je peux pas l'abandonner, tu sais. Alors, c'est probablement que ça vient de là, cette culpabilité-là. C'est de la peur d'abandonner les gens si toutefois je suis pas assez disponible, tu sais. Ah oui? Ouais. Mais en même temps, c'est parce que tu es consciente de ce que tu reçois en retour. C'est un beau rôle qu'on t'offre. Bien, c'est toujours flatteur, il faut bien se le dire, mais flatteur, pas dans le sens de l'ego, dans le sens flatteur, dans le sens de ça veut dire que les gens, je leur apporte finalement quelque chose. Le travail qu'on fait n'est pas... Parce que j'ai toujours eu un petit côté un peu négatif par rapport à une perspective un peu négative par rapport à mon boulot. Parce que souvent, je me dis, ouais, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est simplement pour nourrir une image, un ego, je sais pas, un compte en banque, quoi que de nos jours, faut le dire vite. Pourquoi, tu sais? Puis, ben, ces petits moments-là, ces petites touches-là font en sorte que tu dis, il y a quelqu'un qui a relevé quelque chose quelque part. Donc, c'est venu les chercher. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont là ou qui ont demandé est-ce que tu les représentes. Mais c'est beau. C'est quand même un honneur. Hein? C'est tout un honneur parce que c'est très enrichissant ce que tu as eu aussi sur le terrain par les rencontres que tu as faites. Puis je reviens avec le fils de ton chum. Tu sais, tu l'as vu, là. T'as vu comment cet enfant-là et la famille ont bénéficié de ce service-là. Donc, tu as carrément débarqué et as-tu offert ton rôle de porte-parole à eux? Bien, je leur ai dit, si jamais vous cherchez un
une porte-parole et, pour ce segment-là en particulier de l'hôpital, dans la fondation, ça me fera plaisir. Vous pouvez compter sur moi. Puis là, ils ont fait, ben non, on est correct, là, mais je sais plus lequel des deux était le plus gêné. Mais en même temps, je sais qu'ils ont tous les porte-paroles qu'il faut, mais tu sais, en nous, on venait de faire aussi une série sur la santé mentale qui s'appelait Sortez-moi de moi. Ah oui. Et qui parlait d'intervenants au sein même. Bon, c'est une série dramatique, là, c'est romancé, mais il en reste pas moins que c'était des gens qui travaillaient en soins de santé mentale, puis on se disait, ben tu sais, la ligne est mince à un moment donné, là, de la frontière entre être bien, être moins bien, puis qu'est-ce qui arrive quand ces gens-là sont atteints, tu sais, puis comment ne pas, comment ils font pour ne pas la franchir, la frontière, puis pas tomber de l'autre côté, là, tu sais. C'est quand même discutable, tu sais, puis c'est un monde qui nous intéressait beaucoup, beaucoup. Et puis, de voir, tu sais, des gens travailler dans ce milieu-là tous les jours, c'est quand même un milieu très difficile. T'en sais beaucoup plus que moi là-dessus. Mais c'est quand même un milieu qui redonne, qui donne beaucoup, qui apporte beaucoup, mais c'est un milieu très, très, très difficile. Alors, puis les réussites sont là, mais comment je te dirais... On dirait que c'est moins glam que de survivre du cancer, tu comprends? Alors que pour moi, c'est tout aussi glam dans le sens où il faut le faire, ramener quelqu'un tu sais, à la santé, au bien-être et par le fait même la famille, parce que ce sont des problèmes de santé mentale. C'est vraiment ça. Et c'est pas parce que tu le vois pas, là, comme tu sais, tu peux voir un cancer sur une imagerie. Là, tu peux pas. Il faut que tu t'expliques, il faut que tu cherches, il faut que tu travailles, il faut que tu aides, il faut que tu sois disponible. Puis une biopsie de l'âme, ça se fait pas, là. On le fait pas encore, là, tu sais. Mais c'est spécial que ça vienne de toi, tu sais, parce que tu as vécu. Donc, tu proposes ton rôle de porte-parole, mais encore là, c'est avec une histoire vécue. On te demande d'être porte-parole basé sur un rôle. Et là, c'est le rôle de ta vie aussi. C'est dans ta vie que ça se passe. Oui. Alors finalement, tu peux devenir, sans être porte-parole, parce qu'ils sont bien équipés, la Fondation du Sainte-Justine, mais tu peux être aussi une marraine pour un moment très, très arrêté dans le temps, pour une cause très... Ce que ça dit au moins, c'est à ces gens-là, je pense que vous faites une belle job, tape dans le dos, puis elle vient du public, hein, sûrement, puis sûrement abondamment, mais elle vient à un moment donné aussi de l'extérieur, de quelqu'un qui a une image publique qui vous dit, ben tape dans le dos, bravo, tu sais. Tout à fait. Quand je faisais Omerta, il y a très longtemps, j'avais été aussi demandée pour être porte-parole de maisons qui étaient des refuges pour femmes, tu sais, puis pour des jeunes aussi, des très jeunes femmes dans la rue, tu sais. Fait que ça avait un sens aussi, tu sais, ça venait me chercher, puis ça faisait une boucle avec le rôle que j'étais après faire. Puis pas juste ça, c'est que là, tu vois la réalité. Je sais, comme comédienne, tu fais tes devoirs, tu te prépares, tu fais tes recherches, mais là, t'es dans la fucking réalité, là. La pauvreté, l'itinérance, la toxicomanie chez les jeunes femmes qui sont victimes souvent de violences. Total. Et là, tu les vois sur le terrain. Donc, même si ton rôle est terminé, toi, ton rôle continue d'évoluer parce que tu es nourri par ces gens-là. Oui, puis tu grandis. Mais c'est là où je te disais tout à l'heure, il y a toujours une forme pour moi de culpabilité parce que j'ai toujours senti, tu sais, quand je jouais dans Omerta, par exemple, je jouais une undercover avec des gros problèmes de consommation, junkie, puis qui à un moment donné passait par la prostitution pour voir à sa consommation. Puis je me souviens qu'on tournait au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine à 3-4 heures du matin, tu sais. On déballait notre stock, on tournait là, puis après ça, ben on remballait, puis on s'en allait à la maison, puis moi, j'allais dormir dans un bon lit chaud, là, tu sais, puis prendre un bain. Alors que pendant ce temps-là, au même moment, il y avait des filles qui terminaient leur chiffre de nuit, là. Puis c'était des vrais, là, tu sais. Puis alors, cette culpabilité-là m'a toujours habité. J'ai toujours vécu avec l'espèce de... Imposteur? C'est plus un sentiment d'imposteur, non? Il y a de ça. Il y a un peu de ça? Mais il y a aussi... parce que le sentiment d'imposteur, je l'ai eu très jeune, puis à un moment donné, ça s'est réglé. Ça, aujourd'hui, je pense que j'ai ma place dans le travail que je fais, que je le possède bien, que je le connais, en fait, tu sais. Que je sors pas d'une boîte de Cracker Jack. mais aussi
au-delà de l'imposture, c'est pas si net que ça. Il y a quelque chose de l'ordre de pourquoi j'ai cette possibilité-là, moi, de pouvoir aller dormir dans un lit. OK, d'où la culpabilité. Ou encore le sentiment d'injustice, tu sais. Je veux dire, toi, t'as une bonne étoile. Tu peux jouer la prostituée junkie undercover, tandis qu'il y en a qui le sont pour vrai. Ils n'ont pas cette opportunité-là. Et c'est pas un jeu. Et c'est exactement, ce n'est pas ça. Alors, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'indécence dans ce qu'on faisait. C'est pour ça que je te dis, j'ai toujours eu un petit côté un peu négatif par rapport à mon métier, que j'ai pas toujours discuté à trouver de la noblesse, en fait, là-dedans. Je vais te donner 2 possibilités. Mettons que tu gagnes, parce que c'est arrivé, tu les as collectionnés, les MétroStars, les prix Gémeaux. Tu gagnes un prix Gémeaux pour ton rôle. Oui. Tu sens que c'est reconnu par ton environnement. Oui. Mais tu verrais des filles de l'organisme Stella qui viendraient te voir puis qui disent « Hey, Sophie, t'es vraiment hot. Tu nous as représentés. » Oui. Puis on s'est reconnu dans ta souffrance et on y a cru. Tu te sens-tu encore coupable? Ah, c'est sûr que moi, l'approche de quelqu'un qui viendrait me voir comme les filles de l'organisme, c'était là. Moi, fuck ton Gémeaux, là. Je veux dire, pour moi, c'est une belle reconnaissance, mais la vraie reconnaissance, ben, c'est ces filles-là. En même temps, j'aurais quand même à l'intérieur de moi ce duel-là qui fait que je chérirais ça toute ma vie. Tu sais, je ne suis pas vraiment arrivée à m'en débarrasser. Il y a toujours un petit côté qui fait... OK. Apprécies-tu... Tu m'ouvres une porte. C'est rare qu'on va parler du travail dans l'entrevue, mais est-ce que tu apprécies le succès, l'abondance, la richesse à tous les niveaux? Non? Non. Tu l'apprécies pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Parce que pour moi, il y a cette... je me dis, mon Dieu, non. Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai accès à ça alors que quelqu'un d'autre n'y a pas accès? Ça me scie les jambes. Ah ouais? Ah oui, ça me scie les jambes. Oui. Je sais plus, il y a pas très longtemps, j'essaie de... Parce que ça me fait penser à ça, là, je remets ça en contexte dans ma tête, là, mais j'essaie de penser, il y a une occasion où je sais pas, je suis rentrée le soir, ah oui, j'étais malade. J'étais dans ma sinusite, le début de ma sinusite. Puis tu sais, quand tu te sens fiévreux, puis courbaturé, puis t'es pas bien, puis là, tu veux juste aller te coucher, là, puis tu veux plus rien savoir de personne. Puis là, j'étais dans mon lit, puis là, je grelottais un peu, puis bon, probablement je faisais un peu de fièvre, puis ça, puis je me disais, mon Dieu, il y a des gens... Puis tu sais, je pense qu'il faisait moins 39, là, un moment. Je me disais, mais il y a des gens en Ukraine en ce moment qui crèvent de froid. Puis tu me diras, il y en a partout dans le monde qui crèvent de faim, qui crèvent de froid. Mais probablement parce que c'est en Europe, parce que c'est pas très loin de nous, parce que. Puis je traîne tout le temps ça avec moi. Tout le temps. Hein? Ouais. Bon, tu parlais d'aller dans thérapie. C'est-tu quelque chose que tu as déjà adressé? Tu as déjà regardé ça? Ben oui. Je ne l'ai pas réglé, il faut croire. Mais c'est drôle, cette incapacité à pleinement accueillir le succès, et pas la gloire au sens terme, mais le bonheur que te procure l'abondance. C'est drôle que c'est comme si tu en mordais, mais pas à pleine dent au total. Non, c'est comme si je me donnais pas cette permission-là. C'est comme si j'avais pas le droit, en fait. Ah, wow. Oui, c'est comme si j'avais pas le droit. On ne peut pas... non. OK. Est-ce qu'à l'inverse, tu embrasses complètement la vie? Ben non, on peut pas. Jean-Marie, Colline, de Ben est tout après de me mettre à jour, là. On te met à jour, ma belle Sophie Lorrain. Donc, c'est comme si tu vivais la vie sur un break un peu? Ah ben oui. Aïe, aïe. Ben oui, c'est sûr. Puis là, je me dis, arrête de mettre enlève le frein à main. Parce que je conduis la pédale au fond, mais j'ai le frein à main que je lève, tu comprends? Aïe. Fait que des fois, je me disais, il faut que je lâche le bouton, il faut que je le laisse tomber, là, tu sais. Wow! Ouais. Ça vient d'où, tu penses? On y va? On creuse un peu? Ben, en fait, j'aimerais ça le savoir parce que peut-être que ça m'aiderait à alléger cette notion-là, parce que j'admire beaucoup les gens
qui arrivent, eux, à embrasser tout ça, puis à tu sais, embrasser dans le sens large du terme, là, accueillir pleinement. inconditionnellement. Exactement. J'admire ça parce que la minute où je fais ça, où je ferais ça, j'ai l'impression que tout je sais pas, j'ai l'impression d'être malhonnête, en fait, puis je sais pas pourquoi. Ouais. En fait, je sais pas, c'est spécial parce que t'es capable de voir que ça plonge peut-être loin tes racines là-dedans, tu sais. Mais connais-tu des gens autour de toi qui vivent une belle abondance puis qui semblent morts dedans puis l'apprécient? Bien, toi, là, tu sembles morte dans la vie. Oui, pas mal. Puis bien apprécier les choses. Mon chum est comme ça aussi. Ouais. C'est un gars qui embrasse la vie puis qui mord dedans. Puis c'est pas parce qu'il vit pas un métier facile. Je veux dire, il a envie du stress, là. Il a envie de la pression, lui, avec, là. Oui, mais j'ai l'impression qu'il se trouve des soupapes, il se trouve dans sa tête, il arrive à... Tandis que moi, je suis toujours un peu... Je pense que ça vient aussi d'un manque de confiance en la vie, tu comprends? D'une certaine forme d'insécurité. Tu sais, moi, le concept de on va tout perdre les gens qu'on aime, on va tout perdre ce qu'on est, on va perdre notre santé, on va tout perdre. Moi, je trouve ça extrêmement confondant. Je trouve ça extrêmement dur. Depuis que je suis née, je trouve ça horrible comme constat. Puis je me dis, mon Dieu, il va falloir qu'on vive toute notre vie en sachant ça, mais en sachant pas vraiment comment ça va arriver, mais en sachant que ça va arriver. C'est quoi ça? Es-tu capable d'aimer? Qui nous a envoyé ça? Aimes-tu? Je pense que oui. OK. Parce qu'on dit souvent, les gens qui ont peur de vivre à cause que la mort s'en vient, ils ont peur peut-être de totalement s'engager. Puis pourtant, t'es une intense, là. T'embarques dans un projet, t'es full in. Oui, moi, je suis all-in. All-in. Je suis très, très fidèle. Je suis un bon chien, moi. Un très bon chien. Non, c'est vrai, sous des dehors très ra-ra-ra. Ou sévère envers elle-même. Très sévère envers moi-même. Ouais. Et donc, je donne l'impression parfois d'être, je le dis, on me le dit assez souvent, le froide puis d'avoir l'air bête. Mais je suis une bonne pâte. Je suis un très bon chien, très fidèle. C'est une belle sensible qui... Moi, je suis vraiment bien dressée en plus. Mais ta sensibilité, tu vas probablement, ou ta vulnérabilité plutôt, tu vas l'offrir avec... tes choix. C'est toi qui choisis le monde à qui tu te rends vulnérable. Je pense que oui, parce que c'est extrêmement, pour moi, pas dangereux, je dirais, mais déstabilisant, en fait, tu sais. Alors, puis je peux facilement être, pas blessée, mais déroutée. Alors, je choisis mon monde. Mais tu sais, Jean-Marie, là, tu vas me rejoindre, je pense, un peu là-dessus, dans le sens où quand je te vois, je sais que tu es un fils de. Tu sais que je suis une fille de. Oui. Et il y a un lien, là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Alors, pour moi, ce lien-là, même si on ne se croise pas, on ne partage pas un quotidien ensemble, tout ça, mais je sais qu'il y a une reconnaissance instantanée. Et dans cette reconnaissance-là, pour moi, il y a une forme de confiance. Complètement. Puis on partage... les mêmes bases. Oui. On s'entend que c'est Denise Filiatro, Jean Lapointe, c'est des monuments au Québec. Oui, tout à fait. Et c'est des gens qui ont fait la pluie et le beau temps. Et c'est des gens qui ont connu une immense réputation, un grand succès, une grande carrière. Et ça vient aussi avec une pression qu'on se met sur les épaules, toi puis moi. Fait. Probablement bien plus que mon père m'en a mis lui-même sur mes propres épaules, puis ta mère aussi, tu sais. Oui, on est bien capable, là. Parce que le nombre de fois que ta mère m'a parlé de toi, puis de Daniel, ta sœur, là, c'est toujours dans des beaux mots. Tu vois, mais nous autres, on le sait pas. C'est ça. C'est souvent ça. C'est toujours pareil. Ben, puis le nombre de fois que j'entends des fois les gens me dire « Hey, ton père est tellement fier de toi quand t'as fait telle affaire. » Ah ouais, ben, dis-y qu'il m'envoie le texto, là. J'ai pas eu le message encore, tu sais. Puis je sais qu'il le fait. Il le fait plus en vieillissant. Oui, je pense qu'il t'as raison. Quand sa vulnérabilité probablement prend le dessus. Prend le dessus, sa maladie, sa fin de vie, tout ça. Plus il disait maudit, je m'en viens mou en vieillissant. Puis c'est vrai, cette mollesse-là à laquelle il fait référence, c'est cette capacité à être complètement vulnérable puis de s'en. Moi, je m'en fous, là.
Oui. C'est le fun de voir ça aussi. Bien, ça, c'est une évolution de nos parents auxquels on ne s'attendait pas, probablement. Puis, à un moment donné, de la voir éclore sous nos yeux, c'est assez touchant. Tu sais, comme moi, ma mère, maintenant, elle nous demande, donne-moi un bec. Là, on s'en va, là, donne-moi un bec. Elle nous prend dans ses bras, puis là, on est là. Ouais. Puis t'es pas habitué. Non, OK. Cette démonstration, soudainement, d'une affection qui n'était pas absente, hein. C'est juste que trop prise dans un tourbillon, trop, tu sais, notre génération aussi, tu sais, tout ça mis ensemble. Mais une chance que vous avez eu des petits-enfants, puis probablement que ça a beaucoup aidé la voix. Tout à fait. La voix de l'amour, puis qu'on se démontre ça pour nos parents. Fait. Tout à fait. Ça a changé la donne, ça aussi. Ça change la donne. Tu sais, on a parlé de ta mère, évidemment, qu'elle est connue, ta sœur Danielle, mais ton chum et toi, vous dire, bon, évidemment, les gens savent c'est qui, mais on l'a pas nommé. Alexis Durand-Brault, oui, bon, exactement. Puis Alexis Durand-Brault, on peut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a pas de succès. Il est hyper aimé, hyper réputé, il a des beaux succès, mais puis avant d'aller à la pause, c'est le fun de voir que tu le cites en exemple. Malgré le succès, tu sens qu'il est capable d'avoir une joie de vivre là-dedans et de l'apprécier, contrairement à toi qui mets encore le pied sur le break là-dessus. Alors, qu'est-ce qui t'enseigne? Comment il te l'enseigne, ça, à « Hey, Sophie, enjoy! » Bien, c'est-à-dire que en fait, c'est un couteau à deux tranchants parce que moi, je le vois, puis je le vois l'apprécier, puis je trouve ça intéressant, ça me touche, tu sais. Puis lui, par contre, il me voit qu'il est un peu sur mes gardes, le frein, la main sur le break à bras en train de lever ça, puis là, il dit, elle doit pas être en train de faire ça pour rien non plus, elle là. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, il faudrait pas que je le freine dans cette joie-là, tu sais. Puis moi, je suis un peu, il faut faire attention. En fait, c'est ça que je fais dans la vie, c'est que je fais attention. Parce que faut toujours prévenir. Moi, il y a un psy qui m'avait dit à un moment donné, mon Dieu, vous sortez comme ça tous les matins, jusqu'à ce que vous voulez dire, on dirait que vous êtes dans une forêt armée jusqu'aux dents, puis vous vous attendez, vous êtes en guerre au Vietnam, puis vous attendez le soldat de l'autre côté qui va vous sauter dessus, tu sais. C'est un peu ça. Ben écoute, je sais pas si ça peut t'amener une réflexion, mais moi, ce qui m'a aidé beaucoup à cette forme de sentiment de ah mon Dieu, il y en a tellement qui sont pires que moi, puis c'est quand j'avais de l'abondance, peu importe que ce soit du temps ou de l'argent, et c'est Yvon Deschamps qui me l'a appris, c'est que je l'ai partagé. Partager l'abondance, partager cette richesse-là. Raison. Regarde, si c'est pour me soigner dans ma culpabilité, je vais en donner. Puis Judy Richards avait déjà dit ça. Elle nous avait raconté l'anecdote parce que papa et Yvon étaient des grands amis. Puis à un moment donné, Yvon, il a fait énormément d'argent. Puis c'est un gars qui vient de Saint-Henri, quartier très défavorisé à l'époque. Et elle avait dit à Yvon, Yvon, si l'argent est pour te rendre malade, donne-la, câlisse. Donne-la. C'est ce qu'il a fait. Il en a donné. Mais le centre qu'il a fait est absolument exactement, sur de la visitation. Oui. Bon, évidemment, à Montréal, il a donné énormément aux défis sportifs Altergo. Il a donné énormément des tonnes d'argent sans nécessairement recevoir des reçus d'impôts en retour. Donc, tu vois, lui, là, c'est ça. Ça l'a soigné. Je pense que ça, t'as raison. T'as tout à fait raison. C'est une façon de... Moi, je suis très dans le... faut donner au suivant, tu sais. Parce que, bon, aujourd'hui, de par ma position, mon chum et moi, on est producteurs d'une petite compagnie de production qui s'appelle Also. Puis, évidemment, on fait de la série, on en produit, on en réalise, tout ça. Mais quand les gens m'écrivent pour une audition ou quand ils demandent, moi, tu sais, je passe l'information, je l'envoie au casting, puis je me dis, hey, s'il y a quelque chose, si vous pensez que si c'est bon, c'est pas fin, c'est juste qu'à un moment donné, il faut, comme tu dis, faire passer la chose, tu sais, puis se dire, il y en a assez pour moi, il y en aura peut-être pour d'autres, puis moi, j'ai écrit à des tonnes de gens quand j'étais jeune, puis il y a bien du monde qui m'ont pas répondu, fait que j'espère aujourd'hui pouvoir en aider quelques-uns parce que, puis peut-être que ça sera pas le cas non plus, tu sais, on sait jamais, là. Mais au moins, je me dis, fais l'effort de faire circuler ça, tu sais. Fais l'effort de faire circuler ça parce que c'est seulement en circulant que de toute façon,
il y a quelque chose d'un petit peu égoïste, comme tu dis, parce que ça vient nous aider, nous, dans notre trop-plein de culpabilité, mais aussi dans le fait de, hey, en faisant ça, je vais peut-être mettre au monde ou faire découvrir quelqu'un d'extraordinaire qu'on ne connaît pas encore dans le métier, tu sais. Alors, cet égoïsme-là, le Dalai Lama dit, c'est de l'égoïsme intelligent. Bon, ben, on va en prendre 2 caisses de ça. Vous êtes à l'antenne de Canal M. Vous écoutez l'émission Porte-Parole. Ici, Jean-Marie Lapointe. J'ai le bonheur d'être avec Sophie Lorrain. On vient de passer une belle première demi-heure, mais est-ce que tu sais ce qui t'attend pour la deuxième demi-heure? Pas en tout. Tu connais pas le concept, hein? Check bien ça. Dans ce petit chapeau... Ah, c'est ça que t'avais... Plein de questions. OK. C'est toutes des questions profondes, spirituelles, philosophiques. Écrites par toi? Oui, okay. Exactement. Je les ai toutes composées. Ça va être compliqué, là. Ça va dépendre de tes réponses. J'en prends un, j'imagine. Une à la fois, pour commencer. Attends, là. OK. Vas-y. De qu'est-ce? Oh, si tu avais une baguette magique et qu'il t'était accordé un seul vœu, que serait-il? Mais vraiment n'importe quoi? Aucune limite. Ah ben je vais être très quétaine, là. Je vais dire la paix dans le monde, là. Je vais faire ma Miss Univers 1976. Ton discours, il est déjà prêt? Ben écoute, il est déjà prêt, que tout le monde mange, en fait. Ouais. Que tout le monde mange. Ça devient-tu d'un manque ou c'est parce que tu le vois, le manque? Ah non, on le voit. Mm-hmm. Puis ce qui est absolument aberrant, c'est que... Oh, Colin, que ça... Tu sais, aujourd'hui, on voit tout instantanément. Ouais. Instantanément. Oui. Alors, on n'a plus l'excuse, tu sais, comme en 39-45, j'entendais souvent ça, moi, parce que mon père avait fait la guerre, puis quand je regardais, tu sais, des documentaires plus jeunes, puis tout ça, puis je me disais, mais comment ça se fait? Personne ne faisait rien. Comment ça se fait que personne ne faisait rien? Tu sais, j'avais une espèce de sentiment d'injustice incroyable par rapport au reste du monde qui n'avait pas bougé sur ce qui se passait en Europe, tu sais. Puis après ça, ben, mon père me disait, tu sais, beaucoup de gens ne savaient pas. Il y a beaucoup de gens qui savaient, mais il dit, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Et beaucoup d'Allemands ne savaient pas. Peut-être eux en premier, tu sais. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas ça, là. On n'a plus cette excuse-là, tu sais. C'est rare qu'on ne sait pas quelque chose. C'est rare aujourd'hui. qu'on ne sait pas. Là. Peut-être à moins d'être en Russie présentement avec la propagande puis tout ça, mais je veux dire, en général, là, on sait. Fait que je me dis, comment ça se fait que ça change pas? Alors, je vais dire comme toi, avant la pause, je vais en prendre 2 caisses de ça, moi aussi, de paix dans le monde. Vas-y, on poursuit. On poursuit. Oui, c'est toi qui gères, ma chère. Je gère. Alors, ta maison passe au feu avec toutes tes possessions. Après avoir sauvé ta famille et tes animaux, si tu en as, tu as le temps de récupérer une seule chose. C'est quoi? Ça notre Mathieu qui est derrière la console, il me dit « Oh, on l'avait jamais entendu, cette question-là. » Ah non? Non. Attends une minute, je suis dans la maison. Une seule chose que je peux sauver, c'est quoi? Une seule chose en maison. J'ai sauvé tout le monde, là? Tout le monde. Il n'y a plus d'être vivant. Écoute... Il reste juste du matériel, là. Je pense que je ne sauverais rien. OK. Ça te dit à quel point je suis attachée au matériel, hein? Donc, il n'y a rien qui est significatif à un objet, mettons, de ton père, de membre de ta famille, un objet de collection. Il n'y a rien qui te fait vibrer au point de « je retourne en toute sécurité ». En toute sécurité. En toute sécurité, ça, c'est autre chose. J'irais probablement chercher une photo de mon fils. J'irais chercher quelque chose de mon fils. J'ai une paire de petits souliers de bébé de mon fils, puis je pense que je retournerais les chercher. Mais sinon... non, de savoir que tout mon monde est correct. Le matériel peut y passer. Je te dis pas que ça m'attristerait pas, là. Mais non. Mais comme tu es prête à aller à la guerre, comme tu disais, quand tu sors de chez vous, c'est sûr que tu as des bonnes assurances. Oui, ben oui. Tu as vu le coup venir. Ben, j'essaye, en tout cas. Mais tu vois... Tu sais que les compagnies d'assurance... Sors-les les billes, puis assure-toi. Mais tu sais, souvent, cet exercice-là, beaucoup de gens me disaient...
Ah ben moi, c'est mon ordinateur ou c'est mon téléphone. Sauf qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir du nuagique. Exactement. Fait que t'as pas de raison d'aller rechercher ton téléphone. Ton ordinateur, il brûle, c'est pas grave. Normalement, t'as un backup sur ton iCloud, quelque part. Ouais. Mais j'aimais ça, la réponse, ton fils que je connais, Mathieu. Les petits souliers de Mathieu. Il avait quel âge à ce moment-là? Écoute, c'est un poupon, là. Il devait avoir... Même pas 1 an, parce qu'ils sont vraiment... Là, il y a 30 ans, là. Oui. Puis il porte des 12. Fait que... ça serait différent. Allô, les godasses. Que dirais-tu à la jeune version de toi-même de 8 ans? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est cute, ça. Je dirais... cherche pas le frein à main dans la voiture. Oh! Mais t'es cohérente. Oui. Cherche pas le frein à main dans la voiture. OK. Là, la petite fille a dit, mais maman, on fait ça comment? Laisse faire comment, là? Commence par apprendre à conduire, puis tu vas le savoir où il est. Si tu apprends à conduire, tu vas savoir où est-ce qu'il est. Ben là... Puis touche pas à ça. OK, ben là, je vais faire le psychanalyste. À moins d'être dans une pente. Non, mais attends une minute. Le psychanalyste en moi va te dire, OK, ça veut dire que t'as pas encore complètement appris à conduire? Probablement, Christy, t'es donc bien brillant, Jean-Marie Lapointe, m'en prendre 2 caisses. Non, mais c'est intéressant, tu sais, c'est quand on fait la rétrospective de notre vie, où est-ce qu'on a roulé dans le champ, là? Où est-ce qu'il nous manque de quoi, là? À quel moment dans notre vie, ça devient intéressant de voir, OK, ça, je pense que j'ai un trauma, là, à 12 ans, je l'ai identifié. Toi, là, t'as vraiment été capable d'identifier des passages... Parce que moi, ce que je me demande, c'est que moi, j'arrive, tu sais, je me dis, un trauma, là, c'est pas un petit incident. Là. Un trauma, c'est vraiment quelque chose de flagrant. Là. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu as eu des pierres de touche aussi fortes que ça dans ta vie? Ou est-ce que des fois, tu te dis, c'est cette petite affaire-là, tu sais, c'est ce petit truc-là que j'avais vraiment jamais saisi complètement? Oui, puis je suis capable d'en identifier quand même plusieurs dans ma vie, mais c'est jamais venu de moi. C'est venu... dans une activité bénévole, un gars que j'ai accompagné en fin de vie qui m'a fait voir la vie différemment et que je n'ai plus eu peur de la mort. Un exemple. Okay. Une autre affaire, une autre chose, des fois, c'est une personne, un enfant, une personne handicapée, un gars dans la rue, même un ami qui va me sortir une anecdote, dit « Tabarnane ». Je me suis souvenu d'une anecdote de mon primaire, du bienfait que ça m'avait fait de partager la moitié de mon lunch à quelqu'un dans la classe qui avait rien à manger, et la sensation de la petite chaleur là, que j'ai ressentie dans mon cœur, moi qui avais peur de « mais non, mais si je donne la moitié de mon lunch, je vais avoir faim dans une demi-heure », mais cette peur-là a disparu, a fondu comme neige au soleil quand j'ai vu la face du gars qui était content de manger mon lunch. Ça m'a fait une joie. Donc déjà là, j'ai connecté à une joie profonde que j'ai ressentie. C'est quelque chose de tellement simple. Oui, donc attendons pas un coup de génie. Un éclair pour comprendre quelque chose qui va nous guérir à la vie, à la mort, tu sais. C'est des surprises. Mais puis pour tu ça... dis que c'est en accompagnant quelqu'un dans la mort que tu n'as plus peur de la mort? Ah, mon Dieu, oui. Ah oui, vraiment, vraiment. Laurent Pilon, je le nomme assez souvent. C'est une longue histoire, mais tu sais, je l'ai raconté dans un YouTube, dans les TED Talks. On m'avait invité à faire un TED Talk. Donc je vais aller chercher ça. Tu vas comprendre, puis les gens qui nous écoutent, je ne veux pas le raconter au complet, c'est trop long, puis c'est une entrevue avec Sophie Lorrain, c'est elle que je veux entendre. Mais vous irez écouter le TED Talk. Le TED Talk sur, justement, là, c'est comme si j'avais guéri quelque part de la peur de la mort. Mm-hmm. Ça, c'était instantané. Instantané. Vraiment. Oh ben, je vais aller chercher ça. Je pense que ça va te parler. Même si c'est pas ça qui te fait le peur, tu vas faire une transposition. Ailleurs. Ouais, exact. Quelle est ta plus grande peur? Ben là, on vient d'en parler. De la mort? Mm-hmm. Oui. En fait, tant de la mort? Ben, qu'est-ce que tu veux? Attends une minute. On parle-tu de la souffrance? On parle-tu du cœur qui arrête de battre? On parle-tu de ce qu'il y a après ou pas? Toi, tu penses qu'il y a quelque chose après? Oui. Moi, j'y crois. En fait, j'y crois comme la foi. Tu sais, la foi, là, c'est de croire à la lumière quand t'es dans la noirceur. Hein? T'as pas une preuve de lumière, mais tu crois. Ça fait du sens en toi. Moi, avec toutes les études que j'ai faites, les recherches, la philosophie bouddhiste, je crois qu'il y a quelque chose. Mais même si une personne croit qu'il y a un paradis, moi, je l'encourage à croire ça, parce que c'est parfait, ça fait du sens pour elle ou pour lui. Mais moi, je suis persuadé que quand on finit notre vie, puis notre corps s'arrête, c'est pas comme si on ferme les lumières. C'est le début d'autre chose. OK. Moi, je le sens que ça fait du sens pour moi. Toi?
Je ne sais pas. Probablement que c'est pour ça que j'ai la main sur le frein à main, tu comprends? Entre autres. Parce que j'ai l'impression, j'ai bien l'impression, parce que c'est bien tout ce qu'on a, que je contrôle les dérapages, tu sais, alors que les contrôle rien pantoute. Parce que la vie, elle scénarise ça comme ça, il tente, elle s'en fout de toi, tu sais. Même quand le scénario est ultra prévisible, ben, il se passera pas comme tu pensais qu'elle allait se passer, tu sais. Mais il y a une... Comme je te dis, ça restera toujours, je te disais plutôt pour moi, un grand questionnement, cette notion qu'il faille passer à travers la vie en sachant qu'on va tout perdre jusqu'à la vie elle-même. Je trouve ça terrifiant, terrorisant. Et il n'y a pas une journée où je pense pas à ça. Donc, si tu as peur de, justement, la mort, ou peur qu'il y a peut-être rien après, puis c'est pour ça que, non, je veux pas que ça arrête, ben, la logique pourrait nous dire, comme la citation qui dit... La mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. On les ouvrirait encore plus grands pour encore plus mordre dans la vie, mais en même temps, toi, tu as ta main sur le break à main. Là, tu le frein à main. C'est complexe. Contradictoire, pratiquement. Mais tu sais, je suis un être humain, donc une contradiction sur deux pattes. Déjà là, t'es plein de contrastes et de paradoxes. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais en même temps, tu sais, quand je lis... Il y a des expériences de mort imminente, des gens qui ont connu. Je suis persuadé, aussi. Ben oui, parce que si ça t'intrigue, t'as dû lire là-dessus, tu sais. Puis ça te donne ça un peu de réponse. Tu sais, Elisabeth Kubler-Ross, tu sais, le docteur Moody, tout ce monde-là, à un moment donné, c'est sûr que tu fais tabarouette, tu sais. C'est pas des cons, là. Tu viens de nommer des sommités, là. Ben, tu sais, bon, il y a un célèbre, je crois que c'est un neurologue, qui a écrit un livre de son passage entre la vie et la mort, où il est resté plongé quand même assez longtemps, qui a d'ailleurs arrêté de pratiquer la médecine quand il est revenu à la santé, et qui parle de cette expérience-là en disant « il y a quelque chose », ben ça me fait du bien pendant X temps. Puis après ça, je me dis « j'oublie ». Les vieux patterns, ils reviennent. Ben, mais c'est rassurant quand ça vient de ces gens-là que tu considères crédibles. Oui. Okay. Oui. Bon. Mais il faut que tu parles à Vincent Gratton. Il est venu ici. Ah oui? Puis lui, il a un moyen projet sur les morts imminentes. Ah oui? Oui? Basé sur quelque chose? Ah ben là, je te donnerai pas de détails. Je vais l'achaler. Oui, c'est ça. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Boy. Je sais pas. La plus grande déception de ma vie, c'est peut-être d'avoir été aussi apeurée. Ah, OK. Oui, parce que je trouve que ça met des frontières, ça met oui. Puis qu'il me reste plus beaucoup de temps pour franchir ces barrières-là, tu sais. Ouais. Je te souhaite plein de moments d'éveil, comme j'ai eu la chance d'avoir, pour que tu dises... C'est pour ça que je vais aller écouter ton TED Talk. Ah ouais. Ben, tant mieux. Tu m'appelleras après. Oui. Tu me diras ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu as de plus précieux en toi? Probablement la fidélité. Probablement, je pense que je suis quelqu'un de profondément aussi généreux. Alors, ça, je le dis sans aucune... pas d'arrière-pensée. Non, je pense que c'est ce que j'ai le plus précieux. D'autres gens te diraient autre chose, probablement de moi, parce qu'ils me connaissent sous un autre Mais tu le dis avec humilité, puis je l'entends. Quand tu dis « je suis une personne généreuse », ça s'exprime comment, ta générosité? Ah, ça s'exprime de toutes sortes de façons. Je pense que je suis généreuse avec les gens avec qui je travaille. J'adore travailler en équipe et j'aime... je peux être difficile, dur. On fait des métiers qui sont quand même exigeants. On joue aussi avec les deniers du public, parce qu'on est financé à même les deniers du public. Donc, je suis extrêmement respectueuse de ça. Mais en même temps, j'aime partager, j'aime apprendre quelque chose de quelqu'un, j'aime jouer avec un interprète, j'aime échanger avec un réalisateur, j'aime influer à un acteur une intention, participer, échanger avec il ou elle, parce que c'est là que ça se passe. Je pense que je suis généreuse aussi de ce que je suis, de mon temps. Oui, je pense que oui. T'es entière. Ah oui, ça, totalement. Malgré tes freins, malgré tes peurs, t'es totalement entière. Oui. Et c'est probablement pour ça aussi que j'ai peur, parce que derrière cette ouverture-là, quoiqu'elle ne semble pas là du tout pour le commun des mortels qui ne me connaît pas beaucoup, mais elle est très là. C'est facile d'abuser de ça. Alors, je suis... et je l'ai vu tellement souvent chez d'autres que ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça te prend quoi, toi,
pour dire à une personne, « Hey, t'es mon ami, toi? » Je pense que là, moi, j'ai perdu ma meilleure amie il n'y a pas si longtemps, de façon tragique. Et je me voyais vieillir avec elle, puis c'était mon amie, comprends-tu? Puis là, je suis très déboussolée depuis la perte de cette femme-là parce que je réalise que je n'ai plus d'amis. J'ai quelques amis d'enfance qui me restent, qui sont précieux pour moi. Qu'on n'est pas toujours près l'un de l'autre parce qu'on fait des choses très différentes, mais on essaie de se voir occasionnellement dans l'année. Mais j'ai besoin de confiance. J'ai besoin d'une confiance puis de savoir que je peux m'abandonner, tu sais. Et ta fidélité, à laquelle tu faisais référence tantôt, quand t'aimes, toi, là. Oui. Fait que moi, j'ai toujours l'impression que, tu sais, il y a une solution quelque part. Il faut qu'on tu sais, on peut aider, on peut faire. On cancelle pas cette amitié-là. Non, on essaie en tout cas. Continue de piger, il reste quelques minutes encore. Okay, on a du fun. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne décédée, ce serait qui? Ben, ce serait ma meilleure amie, que automatiquement, Isabelle Pellado, je ramènerais à la vie. C'était Isabelle qui tu parlais? Oui, oui. Alors, oui, je ramènerais Isabelle à la vie tout de suite, là. Tout de suite. Ouais. Les gens qui ne connaissent pas au complet la famille Pellado, parce que c'est quand même... Oui, c'est complexe. C'est nos Kennedy à nous, là, avec le grandiose comme le drame. Là. Il y en a eu du drame dans cette famille-là. Mais Isabelle Pellado, pour ceux qui la connaissent pas, c'était un cœur sur deux pattes. Ah oui. C'était une femme extrêmement généreuse. Si on peut penser, c'est une famille qui a vécu dans les millions, mais elle avait une humilité, Isabelle. Oui, puis c'était c'était une femme extrêmement intelligente, drôle comme un singe, avec un sens de l'humour redoutable. Oui, pince sans rire, un rire à faire écrouler une assemblée. Moi, je l'adorais. Et puis, c'est drôle parce que, tu sais, les amitiés, c'est comme le reste, hein, on prend souvent ça pour acquis dans la vie, tu sais, et on croit pas qu'on va perdre nos amis de façon subite ou on le voit pas venir, ça, tu sais. Et quelque temps avant la mort d'Isabelle, je me souviens que je lui parlais, j'étais dans ma voiture au téléphone, puis à la fin de la conversation, j'ai dit, en tout cas, OK, bye, je t'aime. Puis là, j'ai raccroché, puis j'ai fait, qu'est-ce que je viens de dire là, moi, parce que ça fait des décennies que je la connais, tu sais, puis j'ai jamais eu besoin ou ressenti besoin de dire que je l'aimais, parce que pour moi, ça allait de soi. Ben oui. Puis 2 mois après, elle est décédée, et puis quelques temps avant son décès, je me souviens qu'elle disait, écoute, elle parlait à quelqu'un, elle disait, j'étais au téléphone. Elle parlait de moi, j'étais là, tu sais. J'étais au téléphone avec Sophie, puis on parlait, puis à un moment donné, elle raccroche, puis elle disait, by the way, je t'aime. J'ai failli mourir au bout du téléphone. Je pensais pas, j'avais entendu ça dans ma vie, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça, là, elle? Puis elle dit, ça m'a fait plaisir. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, merci. Je sais pas ce qui m'est passé par l'esprit, cette journée-là, ce moment-là. Je me revois encore dans ma voiture en train de dire ça, puis j'ai dit, au moins, j'ai réussi à lui communiquer verbalement. Ça a dû te soigner après son décès, hein? Oui, je me suis rattachée à ça. C'est beaucoup. On se laisse, même si tu n'as pas pu lui dire au revoir de vive voix de façon convenable, parce qu'elle est morte d'un accident d'auto en hiver, là. Mais au moins, tu sais que tu lui as dit que tu l'aimais, puis elle aussi. Vous vous aimiez. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'était incrusté dans nous. Ça faisait partie de nous. Puis que si on n'avait jamais senti le besoin de le verbaliser, c'est parce que ça allait de soi. Oui, mais n'empêche que vous vous l'êtes dit. Le fait qu'on se le soit dit à la fin de sa vie, je trouve ça assez incroyable. Beau cadeau, ça. Oui, beau cadeau. Ça t'enlève une culpabilité, hein? Ça l'aide, comme dirait l'autre. Ça l'aide. Ça avait la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage historique. Ce serait qui? Moi, j'aimerais bien Charlie Chaplin. OK. Oui. Oui. C'est bête, là. J'irais assez récent. Mais oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça voir comment il s'est intéressé à cet univers qu'est le cinéma, comment il l'a construit dans sa tête, comment il l'a vu arriver, comment il a vu toute cette...
je sais pas comment tout ça a atteint son imaginaire, puis comment il l'a construit. Tu sais, qui venait d'une famille extrêmement pauvre, mais pauvre comme la gale, puis il faisait des spectacles très jeunes pour essayer d'aider sa famille, puis après ça, il a aménagé en Amérique, puis tout ça, mais de voir comment, petit à petit, il a construit ce monde-là, cet univers-là imaginaire dans sa tête, oui. Et imaginaire, parce que ça prenait de l'imagination pour pouvoir concevoir ça, là? Oui, énormément d'imagination, d'intelligence, puis de procédés, de processus qu'on utilise encore aujourd'hui, somme toute, là. Ouais. C'est fou, hein? Oui. Et cette langue qui a parlé à tout le monde, à la terre entière. Là. Ben oui. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu'un? Quand tu étais seul? Point d'interrogation. Ah, non, mais ça, c'est... T'as comme deux questions. Ah, ça remonte à quand la dernière fois que t'as pleuré? OK. Puis aussi, est-ce que t'as pleuré récemment quand t'étais seul? As-tu pleuré devant quelqu'un? Oui, c'était quand? J'ai-tu pleuré devant quelqu'un? Récemment? Je m'en rappelle pas. Moi, ça m'arrive, par exemple, de pleurer de rage. OK. Oui. C'est pas nécessairement parce que je suis triste, parce que je suis en tabarnak. Ah ouais. Puis là, à un moment donné, ça veut sortir. Puis là, ben... T'as-tu un exemple? Ben, tu sais, ça peut être une... je suis en train, mettons, d'essayer de travailler sur quelque chose, puis ça marche pas comme je veux, là. Puis là, à un moment donné, là, ça... C'est pas une bêtise, là, tu sais, c'est pas un caprice, là. Ça vient... Pas bébé gâté qui a pas ce qu'il veut, là. Non, c'est pas non, ça, non, là. non. Je me dis, comment ça se fait que le monde voit pas ce que je vois en ce moment, là? Comment ça se fait qu'ils comprennent pas là où on veut aller, puis ce qu'on veut faire? Puis, tu sais, notre métier, c'est un métier de quêteux. Ma mère disait ça, puis je trouvais qu'elle avait tellement raison. On est toujours en train de quémander, tu sais, que ça fait partie de l'ADN de ce métier-là. Tu es en train de demander une audition ou une production, tu es toujours en train de travailler quelque chose. Puis à un moment donné, de te faire dire non, ça devient tellement... c'est lourd. C'est lourd. À un moment donné, ça devient lourd, puis je me dis, oui, mais on a quelque chose, là. Puis là, je viens, là, tu sais, la gorge nouée, là, tu sais. Ah oui, je comprends le feeling. Puis il y a une frustration... cumulative, en fait, qui fait qu'à un moment donné, tu deviens hypersensible parce que tu te dis, mais je veux tellement bien faire, mais... Il y a un peu d'injustice, il y a un sentiment d'injustice qui peut venir avec ça. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a un sentiment d'injustice qui peut venir avec ça. Justifier ça, je ne sais pas, parce que, bon, l'univers, en quelque part, il y a d'autres chats à fouetter que nous autres. Non, mais ou encore, il y a aussi le fait que, hey, gang, vous ne comprenez pas l'importance de, là. Oui, exactement. Mais ça... Ouais. C'est-tu juste nous autres qui voyons ça, tu sais? C'est pour ça que je te dis, c'est ton agenda à toi. Exactement, tu sais. Écoute, mon Mathieu me fait des signes au bord de la fenêtre. Mathieu, j'ai terminé. Oui, mais dis-moi, tu vas me compléter la phrase. OK. Sophie Lorrain, c'est 3 petits points. Tu dirais quoi? Oh, Jean-Marie, Sophie Lorrain, c'est je le sais-tu, moi? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Donc, tu es encore à la quête de qui tu es. Oui, c'est pour ça que ça m'inquiète, parce que, comme je te dis, on a, tu sais, moins en avant qu'en arrière, fait qu'il faudrait que je le trouve, là, ça presse, là. Je te souhaite de te trouver, mais dans un processus bienveillant et rigolo. Ça, c'est le fun. Merci. Et rigolo. Il faut avoir du fun à cette recherche de qui on est. Merci Jean-Marie, j'en ai besoin. Oh, puis merci. Merci à toi. Oh, yeah, beau cadeau. C'est un amour. Ah, merci, toi aussi. Merci bien gros. Merci Sophie Lorrain. Alors, je veux dire, en terminant, l'idée originale de cette série, ça vient de mon agente et amie Marie-Philippe Lemarbre. La musique que vous écoutez, c'est mon petit côté DJ, c'est mes compositions. Le directeur radio, c'est Philippe Lapointe. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, qui est le chef diffusion à Canal M. Mathieu Tessier à la mise en onde, mais c'est aussi celui qui nous permet de nous voir et de nous entendre, parce qu'on va avoir une chaîne YouTube pour nos émissions. Merci à la responsable des réseaux sociaux, Gerly Ormelet. Ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous à cette émission de Porte-Parole, puis je vous dis à très bientôt.